Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play. Alors aujourd'hui, vous entendez pas la voix douce, orientale et suave d'Elio. Il a préféré nous abandonner pour aller voir un match du TFC, du Toulouse Football Club en Ligue 2. Alors c'est moi qui vais me charger aujourd'hui de présenter le podcast. Alors je suis en présence de Kevin, Val et Guillaume. Ça va les gars? Ça va Salut, tranquille. salut. Salut. Alors, on va commencer sans plus tarder. On a un programme assez chargé cette semaine puisque nous avons assisté à une week en fait tout simplement de folie. On pourrait même parler de semaine du chaos. Il y a eu des upsets en pagaille, des matchs à prolongation, des dernières minutes à suspense. Donc, on va vous faire le résumé de tout ça. J'aimerais commencer en prologue un petit peu avec la confirmation en fait de ce que nous pensons depuis la semaine dernière. Nous assistons à une saison qui est pour l'instant sur le départ aussi bien que celle de 2007. Là-dessus, tous les insiders, tous les commentateurs du college football sont anonymes. Alors, comment on peut l'affirmer? Il y a 6 équipes classées qui ont perdu hier, ce qui porte le total à 25 équipes classées depuis le début de la saison. Il n'y a jamais eu autant de défaites, en fait, tout simplement d'équipes classées à ce stade de la saison depuis la création de l'IPPOL qui remonte à 1936. Alors, vous l'avez bien vu cette semaine, Texas A&M, Clemson, Iowa State, Wisconsin, North Carolina et Kansas State ont tous perdu. Donc voilà, je vous propose de partir, de faire un retour sur cette Wide Week avec cette fois-ci un plan particulier. On ne va pas commencer par le match de la semaine, ni même les matchs par conférence. On va commencer par les upsets, puis par les équipes qui ont failli subir un upset, les upsets tant redoutés en college football. Ouais, juste une petite question, peut-être que toi tu vas avoir la stat ou peut-être me confirmer ça. Mais il y a énormément, comme tu l'as dit, d'équipes du top 25 qui ont perdu, donc 25 depuis le début de la saison, en 4 semaines de compétition. Mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de matchs entre équipes du top 25 cette année par rapport aux années précédentes, et notamment sur du calendrier hors conférence. T'as pas une petite stat sous la main là-dessus Non, j'ai pas de statistiques, mais je suis d'accord, ça Ah, peut s'expliquer. Je trouve que par rapport aux autres années, on a beaucoup plus de matchs interconférences et peut-être que les équipes en fait prennent plus le risque d'aller chercher des programmes un petit peu compliqués dans leur calendrier. Je crois que c'est la ça. preuve, on va dire la plus probante, c'est Auburn qui a affronté une équipe de Big Ten, donc Penn State, la semaine dernière pour la première fois depuis près de 40 ans. Donc voilà, les programmes s'aventurent vers ces choix et c'est une bonne chose pour provoquer le chaos, comme on dit. C'est vrai depuis le début de la saison, on a quand même été vachement gâtés en gros choc hors conférence. Et ce qui est, j'ai l'impression en tout cas, pas aussi fréquent que d'habitude. Les grosses équipes ont souvent l'habitude d'avoir des petits cupcake games, comme on appelle en début de saison. Et cette année, c'est rentré très fort dans le vif du sujet. Et donc, du coup, je pense que ça explique aussi toutes ces défaites d'équipes du top 25, en plus des upsets comme on aime les avoir. Commençons par le premier upset de la semaine qui a eu lieu vendredi soir. C'est Wake Forest qui a éclaté, Virginia 37-17, ce qui porte le bilan de Wake Forest à 4-0. Donc c'est littéralement l'équipe la plus chaude en SEC avec la défaite de Clemson. On y reviendra tout à l'heure. Et voilà, Wake Forest, en fait, les Demon Deacons sont un candidat crédible pour le titre de l'ACC, d'autant plus qu'il y a un calendrier immédiat qui les avantage bien, avant évidemment de faire ce dernier rush face à Clemson et NC State. Mais vu leur début de saison, avec notamment leur jeu à la course et Sam Hartman, on peut espérer que Wake Forest fasse quelque chose d'intéressant. Passons au deuxième upset. Alors, c'est Texas A&M qui a affronté Arkansas pour le Southwest Classic Trophy, qui a été remis en jeu à Arlington dans le stade des Cowboys. Et je crois que toi, Valentin, tu as regardé ce match et tu as beaucoup d'éloges à faire à propos d'Arkansas. Les Razorbacks, ils ont gagné 20-10 contre Texas A&M. Et effectivement, j'en suis même arrivé à dire que Arkansas me faisait plus peur que Bama. Du moins la défense, même si l'attaque a été plutôt bonne, emmenée par KJ Jefferson qui a envoyé que 15 ballons, mais qui a complété 7 passes pour 2 TD et 212 yards, notamment avec un Treylon Burks encore une fois monstrueux, 6 réceptions, 167 yards, 1 TD. Mais j'aimerais plutôt m'attarder plus sur cette défense. On a vu qu'ils étaient en système en 34 et à 3, ils mettaient à mal le line de Tamu.
Et quand on sait qu'il y a des mecs comme Kenyon Green sur la O-line, c'est pas rien quand même. C'est un futur premier tour, sûrement premier tour de la draft. On peut quand même avoir un petit peu peur de cette équipe et notamment de leur corps de linebacker et de safety. Enfin, une équipe très complète. Déjà l'année dernière, on avait vu, par exemple contre Ole Miss, qui nous avait fait très mal, mais globalement, tout au long de l'année, ils avaient été bons. Et malheureusement, cette attaque de Texas A&M, emmenée par un nouveau quarterback, Zach Casalda, depuis le départ de Kellen Mond, c'est pas ça, quoi. Le pauvre, il finit à 20 sur 36, à 151 yards d'une inter. On l'a vu énormément perdu, pas aidé, à mon avis, encore une fois, par l'offensive coordinator avec les appels de jeu. Heureusement, il a pu s'appuyer quand même un minimum sur Isaiah Spiller, le running back qui finit à 95 yards et un TD. Mais on a vu énormément de screen, de motion un peu dégueulasse de Devon Achane, le running back là, qui court très vite, là, qui est super rapide. Enfin, c'était un peu. C'était pas créatif, quoi. Et ça fait maintenant 3 saisons, je crois qu'on a le podcast. Et à chaque fois, avec Guigui, surtout, on en parle et on dit que l'attaque de Texas A&M, c'est pas flamboyant, quoi. Alors que les mecs, c'est 4 étoiles, 5 étoiles partout. On se pose des questions sur le développement des quarterbacks, notamment depuis Johnny Manziel. On sait qu'il y avait quand même des mecs comme, si je dis pas de bêtises, comme Kyler Murray ou Kyle Allen, des mecs comme ça qui sont partis ou qui n'ont pas été super bien développés, et Kellen Mond le premier. Euh, Alors que il me semble, Kyler Murray était le meilleur quarterback de l'histoire du lycée, ouais. lycéenne, on va Ouais. dire, de toute l'histoire en fait, des Statistiquement, ouais. États-Unis, hein. Statistiquement, exact. Il était au Texas à Allen, si je dis pas de bêtises. Et je crois que par contre, que Kyler Murray, si je dis pas de bêtises, il fait que 1 ou 2 saisons là-bas. Je suis même pas sûr. Avant de transférer à Oklahoma. Mais Ouais, justement, je suis moi, même la pas sûr question, qu'il était starter là-bas. Je suis même pas sûr. Non, non, mais il était dans j'irai l'équipe, tu vérifier vois ce que je après. veux dire. Mais je veux dire que Ouais, voilà, ouais. t'as Kyler Murray, Oui, non, tu c'est clair, ouais. vas partir normalement, quoi. C'est clair. Voilà, quoi. Et justement, Val, est-ce que c'est une sous-performance de Tamu ou plutôt une performance de la défense d'Arkansas dans la mesure où de semaine en semaine, elle s'affirme? Bon, on sait que l'attaque de Texas A&M, c'est pas la meilleure du pays, mais il faut pas oublier que Arkansas a réussi à shut down l'excellente attaque de Texas il y a 2 semaines maintenant, hein. Texas qui continue d'empiler les points. Là, je pense à Texas Tech, Rice ou Louisiana. J'ai noté que la défense a permis seulement 3,5 yards par play, ce qui est très peu. Est-ce que justement, c'est pas cette défense qui va permettre à Arkansas d'être, allez, on va rêver, un prétendant au titre de la SEC? Oui, c'est cette défense, mais je pense que de prendre l'exemple de Texas il y a 2 semaines où tout n'était pas très bien coordonné, c'était pas même QB, je crois en plus. Enfin, c'est pas un super exemple, mais après, il faut pas leur enlever la réussite sur ce match-là. Et puis là, Texas A&M, enfin, moi je suis désolé, on a énormément parlé avec Ouz, je crois que c'est son Facebook, celui qui suit Texas A&M. N'hésitez pas à aller le follow d'ailleurs. Euh, il y a pas d'attaque. Il y a des joueurs, mais il y a pas de coach quoi derrière, donc ça fait que ça produit pas. Alors, parce qu'en plus, on l'a bien vu quand même contre Colorado la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, c'était pas non plus flamboyant quoi. Donc cette attaque de Texas A&M, elle joue principalement elle gagne principalement grâce à sa défense. Et là, pour le coup, Arkansas a fait ce qu'il fallait au niveau de l'attaque, sans créer trop de turnover, etc. Avec un jeu plutôt propre et créatif. Et en défense, ils ont fait le boulot. Après, je peux pas dire que ce soit un énorme match. Je te dis ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière et c'est une très bonne défense. Moi, c'est mon point Moi, de vue. je sais perso que Guillaume, tu as été impressionné par la performance de Traylon Burks. Pour moi, Treylon Burks est actuellement le meilleur receveur de college football. Et si demain c'est la draft, pour moi, c'est mon receveur numéro 1. Allez, on va Et dire je un permets, A et un B avec Keshaun Boutte. Mais c'est impressionnant. Il sait tout faire, en fait. Il sait courir un nombre de tracés différents qui est peu, peu commun à la fac, même pas en sortie de fac, parce qu'il n'est pas encore sorti de fac, donc il va encore progresser. Que ce soit les catchs dans le trafic, que ce soit les ballons contestés, les ballons 50-50, que ce soit son body control. Il, il est ultra complet et j'adore, en fait, juste j'adore. voilà, je termine là-dessus. Traylon Burks, c'est 6 réceptions pour 167 yards, pardon, et un touchdown.
Ça aurait pu être bien plus. Il y a une action qui s'est jouée à quelques millimètres. Ce qui fait que Arkansas a battu les Ouais, sur deux le catch, grandes là. équipes du Texas en 2 semaines, donc les Longhorns et Texas A&M. Et la semaine prochaine, gros morceau, grosse affiche. C'est Arkansas, du coup, qui se déplacera à Georgia pour l'ESPN College Game Day. Ça sera avec Ole Miss Alabama, assurément le match à ne pas manquer. Vous devez le cocher dans votre calendrier. Partons du côté, cette fois-ci, de la Big Ten, avec un upset pour le coup. Alors lui, on s'y attendait tellement pas, ni Vegas d'ailleurs, puisque Minnesota était favori de 31 points. 31 points, c'est énorme, quoi. Et ils ont perdu face à Bowling Green 14-10. Voilà, c'est une défaite face à l'une des pires équipes de la Mid-American Conference. Pour encore appuyer cela, c'est la première victoire des Falcons contre une équipe FBS depuis 2019. Donc voilà, c'est vous dire l'exploit ou du moins le naufrage des Golden Gophers. Tanner Morgan, bon, on en parle toutes les semaines, vous commencez à en avoir marre, mais Paul Bernardoni a 5 sur 13 à la passe pour seulement 59 yards à la passe, alors qu'il y a 2 ans, il roulait un petit peu, enfin, il éclaboussait tout le monde du college football de son talent. Bref, 2 interceptions sur les 2 dernières possessions, un match oublié, j'ai presque envie de dire une saison oubliée pour Minnesota. Et ne soyez pas étonnés s'il se fait bencher bientôt. On va passer à un autre gros match, à une magnifique victoire de Baylor 31-29 face à la 14e équipe du pays, Iowa State. Et toi, Valentin, on sait que tu as une affection particulière pour Baylor. Et même si dans les faits, ça reste un upset, pour toi, tu n'es pas surpris en fait. Ouais, non, je suis pas surpris parce que bon, bah, je suis Baylor maintenant depuis 3 ans, depuis la dernière saison de Matt Rhule. Et on a vu quand même que l'année dernière, avec Dave Aranda, c'était vraiment pas flamboyant. Il y avait aucune continuité à chaque match dans le jeu. C'était un coup, ça a lancé 60 passes, un coup, ça a couru 70 fois. Enfin, il se cherchait énormément. Il y avait encore Charlie Brewer à la baguette l'année dernière. Et là, depuis cette année, c'est Jerry Bohannon qui est aux manettes, alors même qu'on pouvait s'attendre à plutôt. Enfin, moi, je m'attendais à je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Zion, son prénom, l'autre QB, et qu'on avait vu un peu sous Matroul qui avait été bon. Et là, Jerry Bohannon, faut pas oublier que c'est le quarterback, c'est le numéro 10 des Dual Fruit, et c'était le meilleur joueur d'Arizona. Donc, c'est quand même pas rien, hein, c'est pas un QB lambda, on va dire. Et il m'impressionne énormément. Je trouve qu'il arrive vraiment il arrive en fait à vraiment tout faire avec simplicité, sans chercher les big plays. Vraiment vraiment un très bon quarterback de college football. Il est à 14 sur 19, 159 yards de TD. Mais surtout, en parlant un peu plus du match, Baylor a su faire énormément mal à Iowa State sur la première mi-temps avec sa défense, notamment emmené par Dylan Doyle, le linebacker, Jalen Pitre, le safety que je vous parle maintenant depuis 3 ans. Il faut pas oublier quand même Baylor a de gros joueurs en défense. Bon, j'ai rajouté Terrell Bernard, le linebacker, l'autre linebacker, et Raleigh Texada, le corner. Et on a vraiment vu qu'ils ont réussi à faire du mal à cette équipe d'Iowa, et notamment au niveau des turnovers, au niveau de ce qui est fumble, etc. Je crois ils finissent à 3 ou 4 fumbles à Iowa State, notamment Brice Hall qui en lâche, de ce que je me rappelle, au moins un. Au moins un. Brice Hall, moi, qui finit quand même à 190 yards de TD, hein. Encore un gros match de sa part, mais tous les Et qui matchs, il bat, fait une. si je peux me permettre, Val, il bat au passage le record de touchdown inscrits consécutifs en Big 12. Et Ouais. quand on voit les running backs qui sont passés par la Big 12, hein, je pense à des Adrian Peterson, c'est quand même une grosse performance. Ouais, exact. Après, faut pas. Voilà. Brissot, il fait quand même une ou deux conneries par match, hein. Donc ça, va falloir qu'il corrige au cours de la saison, parce que ça peut lui porter préjudice pour la draft. Enfin bref. Mais moi, non, je suis absolument pas surpris, et je pense que Baylor a de quoi encore. Ils sont rentrés dans le top 25, là, si je me trompe pas d'ailleurs, Gus. Ouais, c'est ça, ils sont rentrés dans le top 25. Je vais te laisser continuer, je vais vous dire à quelle place ils sont. Du coup, je pense que Baylor Et, n'a pas fini de ils ont un montrer bilan à ses. 4-0. Ouais, 4-0, ils sont à 2-0 en conf, et ils n'ont pas fini de Ils montrer sont 21e. leur talent. Ils sont 21e. Ouais, 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 Ils sont bah juste derrière UCLA.
C'est tout à fait normal, je trouve. Et je pense qu'on tient quelque chose à Jerry Bohannon, même si c'est un junior. C'est déjà un junior. Il n'a joué que quelques snaps sur les 2 dernières saisons. Et c'est à voir parce qu'il reste quand même des receveurs comme R.J. Sneed et Tyquan Thornton. Donc c'est vraiment à voir. Je suis vraiment assez hypé. On a Dave Aranda qui a enfin compris comment mener son équipe et surtout son attaque. Donc moi, je suis pas surpris de cette défaite des Cyclones. Alors, on va passer un gros morceau de la week, peut-être le match le plus intéressant sur le terrain et au niveau des enjeux. C'est NC State qui a mis fin à la série de 36 victoires consécutives de Clemson face à des équipes non classées. Ouais, vous l'avez bien entendu, le Wolfpack a battu les Tigers 27-21 à Raleigh chez eux. Voilà, hein, ce qui fait de maintenant Clemson une équipe hors de course pour les playoffs. Ce qui sonne la fin de la série de cette saison consécutive en playoffs pour Dabo Swinney et ses joueurs. Voilà, Clemson qui est déjà à 2 défaites en 4 matchs. Mais là, je vais préférer vous parler du déroulé du match qui a été exceptionnel du début à la fin, de la tension et du suspense comme on aime. Alors, le match est terminé à 14 à la fin du temps réglementaire. Pourtant, NC State avait l'occasion de remporter la rencontre avec un field goal raté à la dernière seconde alors que le kicker était dans une position franchement... Dans une euh, position favorable, il était. ouais, c'est ça, bah, une position favorable, 30 yards, je dirais, ou 32. Bref, Ouais, même mais si, même si on c'est parle pour de pas trop kicker lui de tirer college dessus. football, c'est possible, ça rentre. Et il en a raté 3 dans le match. Donc voilà, il avait une pression énorme sur les épaules. Alors pendant un moment, on a cru que Clemson avait échappé au pire avec ce field goal raté, hein, et on commençait déjà à un petit peu rager en disant qu'ils avaient une chatte énorme. Mais c'était sans compter sur la résilience de NC State, hein, qui a emmené les Tigers en double prolongation. Alors je rappelle juste vite fait les nouvelles règles des prolongations en college football. Sur la première prolongation, il faut mettre autant de points que ton adversaire. Voilà, ça peut être un touchdown ou un field goal. S'il y a deuxième prolongation, si tu mets un touchdown, après, il faut obligatoirement refaire une conversion à 2 points. Et en troisième prolongation, s'il y en a, c'est directement une conversion à 2 points. Je crois que tu commences à 5 ou 10 yards de la end zone. Voilà, NC State passe devant et DJ Ugalele qui a fait un mauvais match se retrouve en 4e et 15 et a la possibilité un petit peu de commencer à écrire son histoire avec Clemson, mais la balle est overthrow et pas catchée par le receveur. Voilà, ce qui nous a offert une des plus belles images de la semaine, qui a notamment été reprise, je l'ai vu sur Twitter, par la Fédération française de la loose, avec tout ce public qui rentre sur le terrain. Il y a eu un envahissement de terrain de malade. C'était franchement des superbes images que le college football nous a offert hier soir. Tout ça qui donne la première victoire d'NC State face à une équipe du top 10 depuis 2012. Ça remonte maintenant, hein, 9 ans quand même pour une équipe du calibre de NC State, hein, dont on sait sa capacité à sortir quand même de gros joueurs et des saisons, on va dire, plutôt performantes. C'était un gros match du quarterback Devin Leary, le meilleur de sa carrière, hein. Il a lancé 4 touchdowns, dont ceux de la victoire, les deux en overtime. Et je pense qu'il faut vraiment appuyer sur ce point-là. Euh, il a quand même lancé 4 TD face à cette exceptionnelle défense de Clemson. Clemson n'avait pas encaissé un seul touchdown jusqu'à ce match, hein, en jouant quand même contre des équipes comme Georgia ou Georgia Tech qui ont la capacité d'inscrire des points. Donc ça, il faut quand même le mentionner. Donc gros match de sa part et de l'offense en général. Clemson va donc quitter le top 10 pour la première fois depuis 97 semaines. Ils ont été classés 25, je crois, du dernier AP Poll. Voilà, comme je disais sur Twitter, les journalistes, hein, d'Associated Press ont voulu faire dans la charité, hein. Pour moi, cette place 25 n'est pas justifiée, mais bon, c'est Clemson. Que voulez-vous? Et je terminerai, hein, avec le deuil de l'ACC qui n'aura pas d'équipe en playoff cette année, hein. C'est la triste conclusion de ce match. Et même pire que ça, quoi, il y aura 0 prétendant, hein. Je rappelle qu'NC State avait perdu un précédent match face à Mississippi State. Et j'ai noté que lointaine est l'année 2016 avec Clemson, de Deshaun Watson, Florida State ou encore Louisville, qui étaient toutes les trois des équipes prétendantes à une place en playoff. Et ça fait beaucoup mal pour une conférence qui a besoin
avec les années qu'elle vient de subir, de se relever. Et voilà, c'est plutôt triste. Il y a quand même Wake Forest en ACC qui est encore à 4-0. Wake Forest invaincu, ils vont en playoff ou pas? En étant champion ACC? Non, je pense qu'ils iront pas en playoff, à moins, tout dépend de leur calendrier. S'ils arrivent à battre Clemson et NC State, je veux bien en parler, mais encore, tout dépendra des équipes devant. Mais j'ai envie de dire que c'est pas impossible, parce que comme on le voit, on assiste à un début de saison un petit peu chaotique, toutes les équipes perdent, et on n'est pas à l'abri de voir une équipe qualifiée en playoff avec 2 défaites. Ouais. Donc voilà, on sait jamais, c'est aussi ça, la beauté du college football, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et Alors, Wake Forest devra en profiter en gagnant tous ces matchs. ils enchaînent sur 3 semaines consécutives à North Carolina, NC State et à Clemson. Donc Voilà, le stretch Et est ouais, assez compliqué pour essayer de réussir cet exploit. voire juste impossible. pour Wake Forest, j'ai un peu peur, même s'ils arrivent à faire une saison parfaite, en remportant d'ailleurs notamment ce stretch de 3 matchs et le titre de conf, j'ai un peu peur de 2 choses. C'est, première chose, qu'ils partent de trop loin et que ça fasse un peu une Cincinnati l'année dernière, par exemple, où en fait, en partant de trop loin, tu es trop dépendant des équipes devant toi qui doivent perdre. Et du coup, de la, comment ça s'appelle, de la faiblesse des autres équipes, en fait. Parce que là, en fait, ils vont se retrouver à jouer des UNC et des Clemson, potentiellement hors top 25. Et on sait à quel point le Playoff Committee aime les victoires contre les équipes du top 25. Leur quality win, quality loss, là, tout ça, on en a suffisamment débattu l'année dernière pour savoir à quel point ça compte pour eux. Mais Et après, ça reste Wake Forest, donc du coup, forcément, ce sera toujours des victoires appréciables. oui, il sera toujours des victoires appréciables, mais tu n'auras pas cette victoire choc, on va dire, contre ton équipe de top 10 de ta conférence qui va te faire un jump monstrueux comme a pu avoir des équipes comme Oregon ou comme Arkansas ce week-end, tu vois. De toute façon, je pense pas qu'il faut raisonner en termes de playoff pour une équipe comme Wake Forest. Non, c'est clair, c'est clair. Déjà, remporter ces beaux matchs, ça sera une très très belle chose. Et je pense Mm. que même eux n'y croient pas, en toute honnêteté. Passons au match suivant, rapidement, hein, c'est University of Texas à San Antonio qui a battu Memphis 31-28, qui vient confirmer un début de saison exceptionnel des Roadrunners, qui portent leur bilan à 4-0. Ils avaient déjà battu Illinois la semaine dernière, donc voilà, quand même 2 belles équipes à leur tableau de chasse, surtout pour un programme qui va plutôt mal en fait depuis le début depuis le début de son histoire. Le running back Sincere McCormick a couru 42 fois, ce qui est en fait le plus gros total de portée pour un joueur depuis 2017, tout college football confondu. Voilà, il a couru pour 184 yards et 3 touchdowns. Utah est le favori de la conférence USA, tout simplement. Encore une phrase bizarre à dire. Juste, Gus, si je peux donner à nos auditeurs 3 joueurs à suivre du côté de UTSA. Je t'en prie. C'est 3 receveurs que j'avais notés en début d'année. C'est Zachary Franklin, Joshua Cephus, qui est un grand receveur, qui est un 6'3", et surtout Taiki Ogle Kellogg, qui est un 6'4", 6'5", qui est super gigantesque. Et c'est vraiment des noms à noter pour nos amis qui aiment bien scouter des receveurs. Et on aura l'occasion d'en reparler à la fin de la saison dans le processus pré-draft. On va rester avec toi, Valentin. C'était la 100e rencontre pour l'Iron Skylet entre SMU et TCU. Et il me semble que les Mustangs ont fait l'upset, ont battu TCU sur le score de 42-34. Ouais, je m'y attendais pas. Enfin, je m'attendais pas à une aussi grosse performance en attaque de SMU. Alors, on a eu une petite bagarre, enfin une petite bagarre. On a eu un petit échauffement, on va dire, animé au début du match entre les deux équipes. Après, au niveau du match, on a eu, sur les 4 premiers drives, on a eu 4 TD, donc 2 TD de chaque côté. Et donc, on finit le premier quart-temps à 14 sur 14, à 14 contre 14, pardon. Et sinon, pour parler un peu plus au niveau des joueurs, je trouve que cette attaque de TCU m'a énormément déçu par rapport, par exemple, à la semaine dernière. Notamment le receveur Johnston, si je le prononce bien, qui a relâché
deux ou trois ballons, si je ne me trompe pas. Je sais même pas si. Là, sur la ligne des stats, il ne reçoit même pas de ballon, parce qu'il les a relâchés. Max Degan avait fait quelques dingueries quand même, hein. Il fumble 2 fois, il perd une fois le ballon. Heureusement que Zach Evans est toujours là, hein, pour alimenter cette attaque. Le running back, 15 de portée, 113 yards, 7,5 de moyenne, pas TD. 3 réceptions pour 70 yards, 1 TD, pardon. Voilà, après sinon, vraiment, cette attaque emmenée par Tanner Bordecai de côté de SMU, qui envoie 4 touchdowns pour 3 inter. Alors, par contre, c'était vraiment la meilleure défense qu'ils aient joué. Même la défense de TCU a été vraiment à voler en éclats, hein, quand on a des mecs dans le backfield comme Travis Tomlinson, qu'on a vu un petit peu, mais qu'on n'a pas vu vraiment sur le jeu contre la passe. Ça fait un petit peu peur. Ils ont quand même ouais, Jay César aussi. Enfin, ça a été très compliqué pour TCU. En fait, c'était vraiment un match sans défense. Donc voilà, l'attaque de SMU tombe bien depuis le début, notamment avec leurs deux running backs, là, surtout Bentley de Forth, qui envoie 153 yards à la course pour un TD, et Seegers qui en envoie 110. Ça a été un festival offensif avec avec surtout une défense et de TCU qui a volé en éclats, dont on ne s'attendait pas trop. Donc grosse victoire de SMU qui a 4-0 je crois pour la 3e année consécutive. Et TCU qui est à 2-1 et avec quand même c'est quand même une grosse défaite pour eux contre SMU. À voir Surtout comment ça dans se une relève. rivalité, quoi. Ouais, c'est ça. À voir comment ils se relèvent de cette défaite la semaine prochaine. Parce qu'il y a eu vraiment de très mauvaises choses des deux côtés du ballon. Puis à voir si SMU continue sur cette lancée. Après avoir parlé des upsets en ACC, SEC, Big Ten et Big 12, on part avec Kevin du côté de la Pac-12 pour le premier match de Donte Williams, le head coach du USC qui a remplacé Clayton viré la semaine dernière. Et les Beavers ont battu les Trojans 45-27 dans un coliseum vide. Ouais, ça fait plaisir que nos voisins de Corvallis réussissent de belles choses comme ça fait toujours plaisir. Ouais, le Coliseum vide, hein, enfin, on sait que LA de base n'est pas une grosse ville de football, mais c'est vrai qu'on voit depuis le début de la saison que ce soit le Rose Bowl ou le Coliseum, les deux stades sont vides. Et on s'attendait à mieux avec la réouverture des stades. On a vu ce que ça donnait à Penn State, dans d'autres grands stades historiques, ou à Michigan, ou à Ohio State, ou même à Oregon. Et c'est vraiment une tristesse de voir le Coliseum et le Coliseum et le Rose Bowl vide comme ça. Et du coup, c'est encore pire parce qu'à un moment du match, dans le 4e quart-temps, USC était mené 42-13 par Oregon State, ce qui est assez hallucinant. C'était un match, faut savoir que USC menait 14-7. Oregon State, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal en début de match. Je crois qu'ils enchaînent presque 10 pénalités en première mi-temps. Enfin, c'était sloppy, comme on dit. Enfin, il y a un drive de TD du USC où Oregon State, ils enchaînent 3 holdings défensifs consécutifs, dont certains sur le run game, ce qui est très, très rare pour être signalé. Le touchdown de USC, c'est Slovis qui fumble le snap en shotgun et retombe dans les mains de Keontae Ingram. Il casse 2 plaquages pour aller marquer. Enfin, le premier carton, c'est pas du football, quoi. Et du coup, pendant un quart temps, même pendant un quart temps et demi, Oregon State, ils font rien parce qu'ils ont trop de pénalités. Ils finissent à 13 pénalités pour 144 yards. Mais après, voilà, une fois qu'ils ont enlevé les pénalités, une fois qu'ils ont arrêté de se prendre des flags, la tendance est totalement inversée. Chance Nolan, moi, il m'a impressionné. C'était pas un QB auquel je m'attendais et vraie grosse progression. Vraiment un bon QB, un bon game manager. Il fait son taf. Il sait qu'il est limité, c'est pas non plus le plus physique, le meilleur bras, quoi que ce soit, mais il fait ce qu'il faut et c'est vraiment pas mal, c'est intéressant à voir jouer. Slovis par contre, c'est un peu ce que Guillaume disait avec Purdy, c'est qu'avec Drake London, son sauveur, le numéro 15, il a pas de problème et dès qu'il faut viser London, c'est le kiff, hein. London est fini à 10 catchs, 165 yards, mais tu as l'impression que sa première lecture, c'est toujours London et si London y est couvert, derrière, il a l'air perdu, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Ils sont menés de 15 points en fin de match. Il se fait intercepter 2 fois dans les 3 dernières minutes, alors que USC avait vraiment besoin de marquer pour revenir. Quand on regarde le match, on n'a pas l'impression que c'est un upset, hein. Après, faut quand même être réaliste et se dire qu'Oregon State, le talent, il est pas dans cette équipe, quoi. Moi, j'ai vu les stats de 4-5 étoiles en Pac-12.
Je crois qu'ils ont même pas un seul 4 étoiles dans leur effectif au Oregon State. Ouais, c'est une Donc, des pires équipes niveau ouais, ouais. recrutement et talent du pays. Donc là, Mais qui est magnifiquement coachée par c'est ça. Jonathan Smith. Jonathan Smith, il fait un taf de ouf avec le roster qu'il a. Et là, ils sont à 3-1. Moi, personnellement, quand j'ai fait la preview Oregon, je me disais, c'est quoi la Civil War en dernière semaine, c'est une W, mais direct. Et là, à moins que si ça reste sur cette dynamique, ben, ça peut être hyper intéressant pour finir la saison. Alors, je dis pas que les Beavers vont être champions de Pac-12 North, mais ça peut aller titiller Washington, ça peut aller titiller Oregon, ça peut donner quelque chose de pas mal pour les Beavers. Et surtout, ces choses, pour vous dire à quel point c'est un upset, c'est que depuis, en sachant que USC et Oregon State se jouent presque tous les ans ou au moins tous les 2 ans, Oregon State n'avait pas gagné au Coliseum depuis 1960. Donc c'est vraiment pas une mince performance. Et pour finir sur USC, ils sont déjà à 1-2 en conférence, parce que USC n'a presque pas eu de match non conférence au début de l'année. Ils ont déjà perdu contre Stanford. Donc ils ont aussi UCLA et Arizona State qui sont dans leur div. Donc à moins d'un gros retournement de situation des deux côtés, ils peuvent déjà dire adieu à leur espoir de Pac-12 Championship, alors que dans la preview, on les voyait très clairement champions de leur div sans vrai problème, quoi. Donc c'est un peu dommage pour eux. Après, on sait qu'ils enchaînent les merdes, que ce soit avec la blessure de Slovis, puis la blessure de son backup, le head coach qui se fait virer. Et par contre, chose à noter, c'est vrai que j'en avais pas parlé parce qu'on a parlé de Chance Nolan, mais les Beavers ont mis 323 yards à la course contre USC. USC, leur D-line, c'est que du 5 étoiles presque. Ils leur ont Foreman, mis 300, Tuipulotu. ouais, 323 Ouais. yards. BJ Baylor, il met 23 runs, 158 yards, donc ça fait plus de 6 yards gagnés. Bon, alors les deux seuls touchdowns, ils sont marqués. Alors là, par contre, c'est la stat. Je suis désolé, je prends un peu de temps. Il est marqué par Jack Coletto. Qui connaît Jack Coletto ici? Personne. Taisez-vous, que personne me dise oui. C'est même pas le backup QB. C'est le Wildcat QB. Et dans l'effectif, il est noté en tant que inside linebacker. 6-3, 239, 3 courses, 8 yards, 2 TD. Et en fait, c'est lui qui met la dernière interception sur Slovis en tant que linebacker. Le improbable. Les stats improbables. C'est n'importe quoi cette équipe, mais ils ont claqué 47 pions à USC au Coliseum. C'est assez hallucinant ce qu'ils sont en train de faire. L'histoire est belle pour lui. Ouais. Et l'histoire est belle aussi pour Oregon State qui, après Purdue, se tape un des gros de la Pac-12. Les Beavers sont une équipe à suivre. On termine les gros upsets de la semaine avec la défaite de North Carolina, alors classé 21e face à Georgia Tech 45-22. Le match avait lieu au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Voilà. Un North Carolina encore méconnaissable, qui nous a montré, comme ce qu'on a dit en début d'année, en fait, que leur manque de profondeur et leur manque de talent en attaque, hormis Josh Downs et Samuel, ne suffit pas à faire avancer cette équipe. Et en fait, là, voilà, c'est la O-line qui a abandonné Samuel sur ce match. Elle a permis 8 sacs. C'est beaucoup trop pour une équipe comme North Carolina. Et Georgia Tech s'offre une belle victoire après leur défaite face à Northern Illinois. C'est vous dire encore une fois le chaos. Les gars, je vous propose de passer à la section suivante. Je l'ai appelée Ce n'est pas passé loin. Ce sont les équipes, les grosses équipes qui ont failli perdre. Et on va commencer tout de suite avec notre équipe préférée ici, Oklahoma, alors qu'elle s'est classée quatrième, qui a gagné face à West Virginia 16-13, alors que les Sooners n'ont pas mené une seule seconde au score. C'est le field goal à la toute fin du match de leur kicker incroyable, qui est certainement le meilleur du college football, Gabé Bridge, Val, je crois que c'est ça, qui a permis aux Sooners de trouver la clé. Et c'est un match qui a été marqué un petit peu par un événement. C'est Spencer Rattler qui a été hué par les fans après son interception. Non, hué, je suis difficile. C'est plutôt le public qui a scandé le nom de son backup, le quarterback 5 étoiles numéro 1 de la QV 2021, Caleb Williams. Mais bon, j'ai quand même noté et j'ai pris du plaisir en vrai devant ce match parce qu'il y avait une certaine tension à la fin. C'est quand même lui qui a mené le drive de la victoire qui s'est terminé justement sur ce field goal. Et on va pas être non plus de mauvaise foi, c'est à mettre à son crédit. Juste une petite note sur Rattler, et notamment la stat que tu viens de donner. C'est quelque chose qui me rend totalement dingue. Ça, c'est Stafford qui a fait ça en NFL il y a 3-4 ans, où il finit la saison avec 9 game-winning drive. Sauf que quand tu gagnes 16-13 et que tu branles rien du match,
D'accord? C'est-à-dire que tu es à 13 partout à la fin contre West Virginia à domicile et que tu es classé numéro 4. Avoir un game winning drive, c'est pas à mettre à ton crédit. C'est pas parce que Le syndrome Tim réussis Tebow à NFL. c'est pas parce que tu réussis le dernier drive du match, je vais reprendre la fameuse phrase, à part les 4 interceptions, le match était propre en attaque. Non, c'est un peu la même chose, tu vois? C'est pas parce que tu branles rien de tout le match que tu mets, le game winning, drive que non. Il a beau dire qu'il a pas entendu le «We want Caleb» pendant tout le match, de la part de ses supporters et sur son avant-dernier drive, Sigus, il a été hué et sacrément fort d'ailleurs. Il a beau dire ce qu'il veut, je pense que ça commence à lui trotter dans la tête. Je sais pas si c'est un problème de confiance aussi, je pense que ça l'aide pas, mais ça y joue quand même. Mais juste, je pense pas que Caleb Williams fera mieux, honnêtement. Je Je dis pas le contraire, mais là, je pense qu'Oklahoma, ils sont sur une pente qui est pas forcément la bonne et je suis pas sûr que Benchi Rattler ce soit la solution, mais il va falloir qu'il trouve quelque chose parce que là, mmh, c'est pas continuable comme ça. Au moins, il n'y a pas eu Après, de défaite, c'est le principal, j'ai envie de dire, juste, à ce stade de la saison. est-ce qu'on peut quand même juste souligner que la défense de Virginia fait un très bon match? Oui, elle fait un très, très bon match. Parce qu'on parle de Spencer Rattler qui est en dessous. C'est vrai ils ont une grosse def, Il West est, Virginia, ils l'ont il montré sur ce fait, match-là. il fait un moins bon, comme vous l'avez dit. Il est en deçà des attentes qu'on avait de lui cette saison. Mais il faut pas non plus retirer tout le crédit à cette défense de West Virginia. Personnellement, j'ai pas vu le match en entier, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais sur les bribes de matchs que j'ai vus, c'était quand même vachement solide, cette Mmh. défense, en fait. Enfin, Et c'était. Steele, vous en avez parlé pendant le 1-2-6 et Steele fait encore un match de ouf, hein, à suivre, hein. Et West Virginia, malgré cette deuxième défaite de la saison, continue à montrer de belles choses après leur victoire à domicile face à Virginia Tech, pardon. Passons à Colorado State, Iowa. Iowa qui était classé 5e. Les Hawkeyes, ils ont remporté le match 24-14, Kevin. Pas un match faux fou. Je t'avoue que Iowa, je crois qu'ils étaient classés 5e en ouvrant le match. Ils sont restés 5e. C'est C'était pas ouf, Ils c'était sont pas pas ouf. passés devant Oklahoma? Si en fait, si, ils sont non, ils sont passés derrière, c'est Penn State qui est passé 4e. Ah, C'est ok. Penn State 4, Iowa 5 et Oklahoma est passé 6e. Ok, d'accord. Colorado State menait à la mi-temps 14-7. Spencer Petras, donc le QB d'Iowa, il prend une interception qui est absolument immonde sur une tentative de tunnel screen à gauche où enfin un QB, normalement constitué de NCAA, ben, jette la balle en touche. Enfin, tenter une screen quand le corner est, collé à la hanche de son receveur, c'est un peu con. Enfin la tenter oui, lancer la balle non, quoi. Donc Colorado State Un marque receveur dessus juste screen après. contre un Contre de la corner presse, en, non, voilà, contre un corner en presse. c'est Vraiment une compliqué. bonne idée. Vraiment Heu, conseillé. Par contre à la mi-temps, voilà, bah, la défense d'Iowa, ça reste que Colorado State en face et Iowa, on le sait, a une très bonne défense, emmenée par le duo de linebackers, Jack Campbell et Seth Benson qui ont, bah, respectivement 18 et 11 plaquages quand même, en sachant que le premier a un fumble recover et le deuxième un tackle for loss à rajouter à la ligne de stats. Et l'offense d'Iowa, enfin ils étaient, jusqu'à 8 minutes dans le troisième quart-temps, ils étaient toujours menés 14-7. Il a fallu que le running back de Colorado State, et John Vivens, il fasse un fumble aussi immonde que l'interception de Petras. Mais presque tout seul en fait. Il fumble la balle à 5 yards de sa propre ligne d'en but. Donc bah, Iowa égalise avec seulement 5 yards d'affaire. Et puis après, bah, comme la défense n'a pas pris de pointe de la deuxième mi-temps, ils arrivent à l'emporter 24-14 si je dis pas de bêtises. Alors, Et je trouve ouais. que, bah, d'ailleurs, j'en profite pour dire que Iowa jouera vendredi soir face à Maryland. C'est un match Mmh. hyper intéressant pour ceux qui ont envie d'avoir on va dire une mise en bouche de cette week 5. Et ce que tu disais par rapport à Colorado State, c'est assez symptomatique des équipes beaucoup moins fortes, en général, qui jouent face à des gros programmes. C'est qu'elles tiennent pendant une grande partie du match et à la fin, elles font une erreur qui change totalement le momentum, hein, une erreur bête, que ce soit un fumble justement à 5 yards Mmh. de son propre en but ou des fautes de ce genre. Et Et ça, c'est ça qui sauve les autres équipes en fait. tu le regardes déjà physiquement, t'as pas la je vais pas dire que t'as pas la même prépa physique, mais voilà, si Iowa est numéro 5 dans le pays aujourd'hui, c'est que voilà, tu as un recrutement derrière qui est fait, tu as une prépa qui Puis il faut réussit voir tous les et tu as joueurs qu'ils l'expérience envoient des en joueurs. NFL aussi, hein. Voilà, Iowa, c'est c'est une des meilleures facs niveau NFL. Et ça nous permet de rebondir sur le match suivant, Kevin, entre Georgia State et Auburn. Auburn a gagné 34-24, mais ne vous y méprenez pas. Auburn, hein, qui était classé 23e.
Il y avait, je crois, 24-21 à quelques minutes de la fin. Et encore une fois, c'est une erreur complètement conne de la défense, non, de l'attaque de Georgia State qui les a précipités en fait vers la défaite. Et Auburn peut vraiment s'estimer chanceux. Bon, on parlera du classement de la People d'Auburn suite à cette victoire, mais je trouve qu'on est très gentil avec cette équipe, malgré avec leurs performances qui sont loin d'être convaincantes. T'as noté que Bonix s'était fait bencher à la fin du match? Non, je ne l'ai pas noté, mais pour être honnête, j'ai pas regardé le match. Alors, il s'est fait bencher par qui, Guillaume? C'est benché Par au quatrième Finlay quart-temps. Ouais, partie de Jeff Finlay, l'ancien quarterback de LSU. de LSU, c'est C'est ça. c'est Finlay qui fait le quatrième quart-temps. Bah, une bonne piqûre de rappel pour Bonix, qui va devoir step up s'il veut que son programme continue à être dans le top 25. On passe en Big Ten. La 20e équipe du pays, Michigan State, a battu Nebraska 23-20. Et cette défaite, on peut pas faire plus Scott Frost. Hein, ça a été le plus gros défaut depuis qu'il a la tête des Cornhuskers. C'est son incapacité à terminer les matchs quand il y a peu de points d'écart. Alors, je vais vous expliquer. Euh, MSU menait à 3 minutes de la fin, rentre sur le terrain les special teams, qui est le deuxième plus gros défaut en fait des Cornhuskers. Défense sur le retour de punt dégueulasse et ça donne un touchdown magnifique des Spartans, voilà, qui leur permet d'égaliser. Ça part ensuite en overtime et là, Adrian Martinez, comme chaque fin de match depuis 4 ans, euh, bah, il choque tout simplement. Il n'arrive pas, il envoie des passes dégueulasses quand il court, c'est pour faire n'importe quoi. Et bah, il lance en fait cette interception qui va presque sceller le sort du match puisque Michigan State, après, n'aura plus qu'à s'appuyer sur le running back Kenneth Walker, hein, qui réalise une course magnifique de 24 yards avant de s'échouer à seulement 1 yard de la end zone. Euh, voilà, c'est cette course qui permet le field goal des Spartans et de la victoire. Euh, Faut pas non plus, malgré cette défaite encore affreuse de Nebraska, dans le sens où ils ont gâché leur chance. Nebraska montre des belles choses quand même. C'est difficile, mais il y a des choses et ils peuvent que s'en mordre les doigts de perdre les matchs à la fin. Ça doit être dur mentalement pour les fans et Dieu sait combien il y a de fans de Nebraska dans le pays, hein, c'est un des programmes les plus populaires. Mais je pense vraiment qu'ils sont pas loin. En changeant d'entraîneur, il y a la possibilité de faire quelque chose et j'espère vraiment que ce programme va avancer dans la bonne direction. Les gars, je vous propose de passer aux autres matchs. Alors, on ne parlera pas ce soir de Georgia et Alabama parce que les deux programmes ont exposé leurs adversaires, Vanderbilt et Southern Miss. Et c'est la seule certitude finalement qu'on a, c'est que ce sont les deux meilleures équipes du pays aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, ça pourra changer dans les semaines à venir, mais ça ne fait aucun souci. D'ailleurs, à la People, tous les journalistes, sans exception, les ont mis à la première et deuxième place. C'est la Ça centième. changera la semaine prochaine, Gus. Ça changera peut-être la semaine prochaine. Et c'est la centième victoire d'affilée d'Alabama face à des équipes non classées, 100 victoires. C'est la plus longue série de tous les temps. Et pour la petite anecdote, hein, puisqu'on parle souvent là pour comparer cette saison du coup de la saison 2007, la dernière fois qu'Alabama a perdu face à une équipe non classée, ça remonte à l'année 2007, l'année où Nick Saban a été enrôlé à l'université d'Alabama. C'était une défaite face à l'université de Louisiane à Monroe. Et voilà, j'ai envie de dire qu'on espère le même dénouement cette année. Et ça me permet de passer sur notre petit débat de la soirée, les gars. On essaie d'y passer pas trop de temps. C'est qu'est-ce qui manque à cette saison pour être une saison du chaos, on va dire une saison en fait similaire à l'année 2007. Ole Miss qui fracasse Alabama. Je suis bien d'accord, il faut que au moins l'équipe numéro 1 du pays perde. Ouais. Arkansas qui bat Georgia et tu te retrouves avec quasiment toutes les top teams du pays. En fait, j'aimerais qu'il y ait au moins une équipe à une défaite en playoff, voire deux équipes à une défaite en playoff. Ah, franchement, ça serait incroyable. Ouais. Et Bah là, là, on pourrait parler de surtout 2007. avec Bama et Georgia qui jouent à deux de leurs plus gros matchs contre des équipes encore invaincues qui sont dans le top 12 de la People. Effectivement, c'est là les équipes 1 et 2, c'est potentiellement leur plus gros match depuis le début de l'année si on compte pas
Du coup, le Georgia Clemson et le Bama Florida, pour chaque équipe, c'est leur deuxième plus gros test. Et effectivement, de voir si le 1 et 2 tombent la même semaine, Ça là, serait je magnifique. pense, on sera, premièrement, c'est extrêmement magnifique et on sera sûrement au niveau de 2007, cette fameuse saison 2007. Après, ce qui manquerait pour ce dont on veut cette année pour que ça ressemble à l'année 2007, il faudrait qu'il y ait un dénouement final à la toute fin de saison. Exemple, l'équipe numéro 1 ou numéro 2 perd son dernier match. Je parle avant même la finale de conférence. En 2007, c'était Missouri et Kansas. Kansas, hein. On parle bien de Kansas, hein. L'équipe qui perd, qui perd tous ses matchs maintenant depuis quelques années, était deuxième à Depuis 36 ans. l'époque et et avait perdu son dernier match, ce qui les avait sortis de la course aux deux premières places, hein, parce que je le rappelle, à l'époque, c'était le BCS. Seules les deux premières équipes allaient en finale nationale. Et au final, ça s'était terminé entre Ohio State et LSU. Donc voilà, moi, pour ajouter voilà, ma petite pierre à l'édifice à ce débat, euh, il faudrait que la toute fin de saison nous offre des upsets de malades qui changent totalement le paysage du top 10 pour que les bowls majeurs soit complètement désorganisé, pour qu'il y ait des affiches inédites et pour que en fait, la saison soit haletante jusqu'au bout. Les gars, je vous propose de passer sur les autres matchs de la semaine parce que mine de rien, il y en a eu des intéressants. Et on va commencer avec toi, Kevin. Texas qui a explosé Texas Tech, les Red Raiders, sur le score de 70-35. Oui, on va pas se le cacher, c'était n'importe quoi, hein. C'était un match de Big 12 comme on les aime, hein. Un match sans défense qui nous rappelle les TCU Baylor de la belle époque. Texas qui a fini à 639 yards au total, 303 au sol. Le QB d'ailleurs Thompson finit à 303 yards aussi, donc un bon match équilibré. Il y avait 35-7 je crois. Enfin, c'était entre Bijan Robinson qui finit à 18 runs, 137 yards, qui rebondit sur tout le monde, Casey Thompson qui est presque parfait. Enfin, 13 sur 23, 303 yards, 5 TD, une interception, 7 courses, 29 yards, une interception. Honnêtement, lui, encore une fois, c'est s'il n'a pas cette interception qui est dégueulasse où il se prend pour Baker Mayfield et ça finit en Jameis Winston, bah, le match est parfait. Voilà. C'est à noter qu'en face, il y a Tyler Shough, donc que les supporters d'Oregon connaissent bien parce que c'était le starting QB la saison dernière à Eugene. Fait un bon match jusqu'à ce visiblement il se pète la clavicule. Donc il serait out pendant 6 semaines. Il prend un pick 6 qui est. J'ai l'impression de voir un QB des trois Poitou-Charentes, enfin bref. Voilà, remplacé par Henry Colombi qui a fait un excellent match. J'étais relativement surpris qu'un QB backup à Texas Tech pardon, ait ce niveau. Il a un bon bras, il est précis sur les deep balls, il finit à 17 sur 23, 324 yards, 3 TD. Et l'interception qu'il prend, c'est un vieux drop de son receveur, donc c'est pas mal. Et par contre, chose à noter, je crois que vous en aviez parlé pendant le 1-2-6, la défense de T-Tech, ce n'est pas une défense de première division NCAA. J'avais l'impression de voir des tapes de Derrick Henry en varsity, en high school, contre des mecs qui font tous 1m60. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était pas du niveau NCAA leur défense. D'où le fait qu'ils prennent C'est 70 vrai points. que Texas Tech est réputé pour sa mauvaise défense depuis maintenant quelques temps. Et on terminera sur ça avec Texas. Euh, c'est une attaque qui marche très très bien et c'est déjà un gros motif de satisfaction. En plus, il y a des, comme tu l'as dit, hein, il y a des freshmen qui se révèlent, Xavier Worthy, Ouais, il fait un qui gros match a, aussi. qui a inscrit 3 touchdowns. Et Sam c'est Laporte. vraiment de bon augure pour la suite. Et la défaite face à Arkansas nous avait beaucoup déçus, mais quand on voit le niveau d'Arkansas aujourd'hui, on se dit que la logique a été respectée et que Texas pouvait pas faire mieux. Maintenant, on attend de voir la fin de saison pour les Longhorns, mais je trouve qu'il y a vraiment, vraiment de quoi espérer quelque chose d'intéressant en fait pour le futur. Et on le répétera jamais assez, le college football a besoin de Texas. On va passer, les gars, à Notre-Dame contre Wisconsin, hein. Notre-Dame, numéro 12 du pays, qui a affronté le 18e, les Badgers, les Blaireaux. Alors, mon programme, mon équipe de Notre-Dame a battu cette équipe de Wisconsin 41-13. Le match avait lieu au Soldier Field de Chicago. Alors, c'est un match qui a été très bizarre, puisque au début du quatrième quart-temps, il y avait 13-13. Mais à un moment, quand justement notre quarterback remplaçant Drew Pine a remplacé Jack Cohn qui s'est blessé, il a subi un
un sac et puis il a lâché le ballon, ce qui s'est transformé en fumble, ce qui a permis à Wisconsin d'inscrire un field goal pour passer à 16-13. Et à partir de là, soit Wisconsin s'est effondré, soit Notre-Dame a trouvé les ressources nécessaires pour aller gagner le match et aller inscrire quasiment 30 points en même pas un quart temps, grâce à un punt return de 98 yards de Chris Tyree, notre fusil humaine à Notre-Dame. Puis après, s'en est suivi deux pick six, plus une autre interception, mais deux pick six principalement lancés consécutivement par Graham Mertz. Graham Mertz qui a été catastrophique. Et voilà, Notre-Dame qui remporte le match grâce à une défense hyper opportuniste à la fin, qui a vraiment, et ça c'est une chose à noter, dépassé Wisconsin dans le défi physique. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde de battre ce genre d'équipe rugueuse de cette façon. Après, j'ai conscience que Wisconsin n'a pas été exceptionnel. Je serais de mauvaise foi si je disais le contraire. Mais ça reste une victoire signature. Foutre 30 points à une équipe classée comme les Badgers, c'est assez incroyable. Surtout qu'on a couru 32 fois pour 3 yards gagnés à la course. 3 yards gagnés à la course, bah, c'est famélique, quoi. Euh, ça montre bref tous les problèmes de notre line. Et donc voilà. Notre-Dame jouera Cincinnati la semaine prochaine pour un duel entre deux équipes du top 10. On passe à UCLA Stanford, qui était un match super intéressant. Alors on dit dans 1-2-6 en début d'année, bon, on serait dit ouais, ok, c'est deux équipes historiques de Pac-12, mais aujourd'hui elles sont plus à leur niveau d'antan. Et bah finalement, c'est deux équipes qui nous avaient sorti des belles performances lors des premières weeks et on a assisté à un match intéressant, Kevin. Ouais, un match super intéressant qu'on peut résumer à un nom, c'est Zach Charbonnet. Voilà, c'est tout, on peut passer au suivant. Hein, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Non, je rigole, on va développer un peu, mais voilà, c'est Zach Charbonnet, la boîte partie de Michigan. Enfin, pour moi, c'est un top 3 running cette saison. Enfin, voilà, 25 runs, 209 yards, un TD. Il a littéralement roulé sur la défense de Stanford, qui pour le coup résistait bien en début de match. Ils ont quelques stops intéressants en goal line. Mais voilà, ils savent pas défendre le zone read en goal line. Dorian Thompson Robinson leur fait payer 2 fois. Enfin bon, voilà, c'était un très très beau match. Pour ma part, toujours pas convaincu par DTR. Ça a beau être un très bon QB intrinsèquement. J'ai quand même des doutes sur ses prises de décision. En face, tu as Tanner McKee qui vient d'arriver, qui est le nouveau QB de Stanford, qui fait un bon match. Il finit à 22 sur 33, 242 yards, 3 TD, 0 interception. Voilà. Et le run game de Stanford a été inexistant. Tu parlais de celui de Notre-Dame. Alors après, je sais pas si c'est une faute de feuille de match ou d'affichage sur le site de la NCA, mais en fait, pour te dire, McKee il est à 9 runs pour 36 yards. Et après, tu as Nathaniel Pitt qui est à 12 runs pour moins 38 yards. Et Isaiah Sanders qui a 1 run pour moins 61 yards. Et au final, ils finissent à 22 runs pour moins 63 yards. Donc, je sais pas s'il y a eu un problème avec le site de la NCA ou quoi que ce soit, mais en tout cas, même quand tu regardes le résumé du match ou le replay ou quoi que ce soit, leur run game, il est pas là, quoi. Donc bon début de saison pour McKee malgré tout, qui est quand même sophomore, donc il a un bon potentiel. Ça a l'air d'être un QB intelligent. Tu me diras, il est à Stanford, donc on se doute que c'est pas non plus un demeuré. Ah non. Voilà. Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a une bonne marge de progression. C'est un QB qui est pas encore au niveau de son plafond. On voit qu'il y a une bonne marge. Donc ça peut être très intéressant pour Stanford, déjà pour finir cette saison et surtout pour potentiellement les 2 années à venir. Ah bah, c'était pas pour rien que c'était un des meilleurs quarterbacks de sa QV lycéenne, hein, avant qu'il parte en mission mormone au Brésil. Et puis après, qui dit Stanford dit de toute façon, il partira pas avant ses 4 ans. Donc voilà. Ça, c'est sûr pour Stanford. Ils ont, je pense, leur QB pendant les 2,5 prochaines saisons. Voilà. Et puis après, Stanford est revenu dans le match quand même. Hein. Charbonnet a fait le taf, UCL a fait le taf, mais Stanford est revenu. Et puis là, en fait, il y a, je sais pas, ils ont craqué. Ils marquaient pas Charbonnet sur les jeux de passe. Ce qui est quelque chose qui me sort par les yeux. Enfin bref, ils partaient tout simplement en flat et puis il y a personne qui le suivait. Donc DTR, il se prenait pas la tête, il lui donnait la balle, et puis le temps qu'un défenseur arrive, il avait déjà le first down. Après, il cassait un plaquage. Donc voilà, UCLA, ils sont échappés. Et après, encore une fois, on en parle, Ryan en a parlé aussi, j'ai toujours cet énorme problème avec leur système défensif. Alors certes, les joueurs ils sont habitués, hein, mais après, les offenses qu'ils ont rencontrées, c'était pas soit forcément du très bon niveau, soit des offenses qui n'étaient pas au point, un peu comme LSU.
Et on a vu les limites de cette defense, contre des bonnes offenses bien coachées comme Fresno State. Donc à voir ce que ça va donner cette Le saison. blitz, c'est le Voilà. blitz à outrance. En fait, ils ont un front 3 avec ça blitz de partout. Tu as toujours au moins un DB et un backer qui blitz. C'est presque que de la manne. Donc quand tu as des receveurs et des QB intelligents et un cordeau qui appelle des bons jeux, comme ce qu'a fait Fresno State avec Jack Hayner, bah, tu prends 40 pions dans le match et tu perds, quoi. C'est avoir joué. Alors c'est excitant, hein, tu as des blitz de partout. Quand tu arrives à saquer avec un corner blitz ou un safety blitz où le mec arrive tout seul, c'est mignon, tu vois. Mais quand tu as des mecs qui savent jouer en face, qui comprennent le foot, ça peut se faire découper très rapidement, quoi. Donc UCLA gagne quand même avec cette victoire à Stanford. Il passe de la 24e place au AP Poll, il rentre dans le top 20 tout juste à la 20e place. Merci Kevin. On passe rapidement à la Big Ten. Michigan qui a battu Rutgers 20-13. Alors ça aussi c'était un match hyper intéressant, hein, parce que Rutgers, l'équipe de Greg Schiano, c'est l'équipe en forme du moment, c'est une équipe qui monte. Et on savait que ce match allait être un énorme test pour Michigan, hein, dans la mesure où le run-stop de Rutgers est l'un des meilleurs de la conférence, osons dire du pays. Ce run-stop a seulement permis 2,9 yards à la course par course pour Michigan. C'est Family, quand on voit leur début de saison exceptionnel, hein, sur le rushing game, hein, avec notamment Blake Corum et Hassan Haskins. Mais Michigan arrive quand même à remporter le match et c'est une très très belle victoire. Fallait aller la chercher. C'était un match piège. Et voilà quoi, Michigan qui est sur un bilan de 4-0. Bon, les 4 matchs étaient à domicile. Je sais pas comment il a fait quand Jim Harbaugh et le département athlétique. Je sais pas comment ils ont fait. Mais les chiffres sont là. C'est 4-0 et c'est une équipe qui se place maintenant dans le top 15 de l'I People et c'est entièrement mérité. La semaine prochaine, Michigan affrontera Wisconsin, le meilleur joueur à la course du pays contre la meilleure défense à la course du pays. Un bon gros match de Big Ten en prévision. Alors là, si vous aimez le jeu à la passe, fuyez. Graham Mertz, McNamara, ça tente pas plus de 15 passes par match les deux. Mais qu'est-ce que ça va s'envoyer dans les tranchées. Si vous êtes adepte de ce genre de jeu, ou puis même pour l'ambiance, hein, ça va être encore exceptionnel, on vous conseille de regarder ce match. Kevin, avant-dernier match, c'est ton équipe Oregon, troisième équipe nationale, qui bat Arizona 41-19. Bon, c'était que Arizona en face. C'était que Arizona. Oregon s'est fait très peur. Le score est large, hein. Oregon gagne de 22 points. C'est mérité parce qu'au final, le Arizona n'a existé vraiment que dans le troisième quart-temps. Comme contre Ohio State, on voit qu'Oregon a vraiment du mal à revenir de la mi-temps. C'est un syndrome, ce retour des vestiaires, troisième quart-temps, qui risque d'être problématique s'ils ne règlent pas ça. À pas oublier que c'est un effectif très jeune, je l'avais dit pendant la preview, c'est un effectif qui est à 60% composé de freshmen ou redshirt freshmen. Il n'y a que 8 seniors dans l'équipe, donc il y a un manque d'expérience qui a été flagrant, notamment sur les fautes personnelles et les CNS qui prennent sur le match. Je crois qu'ils en prennent 4. Et je pense que si vous avez été un peu sur Twitter, voilà, vous avez vu le freshman Chris Hudson qui se prend la soufflante de l'année en NCAA par Mario Cristobal parce qu'il fait En fait, il célèbre un catch en faisant spinner la balle à 15 secondes de la fin, alors qu'Oregon pouvait aller chercher un field goal avant la mi-temps. Enfin bref, c'est quelque chose qui peut être réglé, mais ça risque de prendre un peu de temps. Kevin Thibodeau était de retour sur les terrains, le futur potentiellement premier, enfin top 5 choix de draft et potentiellement premier défenseur pris, est revenu sur le terrain petit à petit, mais en fait il s'est fait blesser par un de ses propres coéquipiers en première mi-temps, donc il s'est une petite rechute. Donc comme c'était Arizona, qu'Oregon menait déjà de 14 points, Cristobal lui a donné le reste du match en off, donc c'est pas plus mal. Moi, je préfère qu'il revienne à 100% plutôt qu'il ait une cheville qui le fasse chier toute la saison. Anthony Brown, toujours pas flashy, hein, ça y a pas à dire. Il finit à 10 sur 21 à la passe, 206 yards, 3 TD, mais surtout, et ce qu'on lui demande avec les années précédentes, c'est surtout le 0 interception qui est important. Ça, il est qu'à une seule interception, je crois, sur le début de l'année, ou un seul turnover, donc c'est vraiment pas mal. Chose qui m'a un peu plus déplu, c'est qu'il a été beaucoup utilisé dans le run game, en sachant qu'il n'a pas fini le dernier match parce qu'il était légèrement blessé. Il s'est blessé sur le seul sac du match qu'il prend. Il se blesse légèrement à la cheville et il a plus couru que Verdel, quoi. C'est quelque chose qui m'a un peu fait chier. La défense a pas mal capitalisé sur les erreurs adverses. Il y a quand même 5 interceptions de la part de McLeod, le QB d'Arizona. Et on notera les explosions de Bennett Williams, le safety,
qui réalise 2 interceptions, dont un pick six, et de Brandon Dorlus en D-line qui émerge avec l'absence de Thibodeau. Et ne pas oublier Noah Sewell, quoi, parce qu'il toujours lui a donné le ton. Il a mis 14 plaquages sur le match. Et pour ce qui est d'Arizona, la saison va être très très longue. Ils sont déjà à 0-4. Ils ont perdu contre des FCS. C'était leur 3e starting QB en 4 matchs. Et Je crois que c'était Northern Arizona. c'était Northern les FCS. Arizona, même si c'était non. Et encore, c'était à domicile, je crois. Non, c'était à Ouais, c'était à domicile domicile, ouais, à exactement. Tucson contre Northern Arizona. Et même si McLeod, au début du match, j'ai bien aimé, malgré les pics qu'il prend, ça reste limité. Et le seul point positif, la seule éclaircie à l'horizon, c'est leur défense. Ils ont une défense qui est potable, ils ont une bonne défense de Pac-12. Maintenant, tout ce qui est QB et skill player, c'est très 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 limité. Après, on va laisser le temps à leur nouveau coach Jetfish d'améliorer l'avenir du programme. Mais bon, faut lui laisser le temps. C'est un, Il a pris un programme déjà bien bas. On c'est un termine programme les qui est en gars. reconstruction, il faut leur laisser le temps. On termine les gars avec le dernier match. C'est Missouri contre Boston College. Les deux programmes, respectivement de SEC et d'ACC, s'affrontaient pour la première fois de leur histoire. Et c'est les Eagles qui ont battu les Tigers de Missouri 41-34. Encore une fois d'un match euh, au déroulé fou et à la fin stimulante. Mizzou a inscrit un field goal de 56 yards pour aller chercher la prolongation. Oh, les field goals de 56 yards, bon, c'est pas comme Justin Tucker face, face aux Lions, mais 56 yards pour un kicker d'université, c'est énorme. L'image a fait le tour sur les réseaux. Bref, on a tous mis ce match à ce moment-là. Et après, par contre, là, l'overtime n'a pas été, on va dire, au niveau de cette fin de match, puisque Connor Bazelak a vite été intercepté par la défense de Boston College. Et c'est cette interception qui est venue sceller le sort de la rencontre, puisque ils avaient inscrit un touchdown sur le drive précédent. Missouri devait donc en marquer un pour pouvoir partir en deuxième overtime. L'interception a scellé tout ça. Et voilà, c'est Boston College qui remporte cette première confrontation entre les deux programmes. Et Boston College est à 4-0. C'est aussi le deuxième programme d'ACC qui affiche un bilan comme celui-ci, à l'instar de Wake Forest. On espère que Boston College continuera à gagner ses matchs. C'est une bonne équipe, il y a une bonne culture. Bon, il manque un petit peu de fans et tout, mais il y a des choses intéressantes. Il y a une très bonne ligne offensive. Il y a Zay Flowers, le receveur. C'est vraiment une équipe qui est pas mal à voir jouer et qui mérite de gagner des matchs. Maintenant, on va voir ce que ça donne sans Phil Jurkovec, qui s'est cassé un membre du corps dont je me rappelle plus, mais qui sera absent pour les prochains matchs. À voir comment les Eagles arrivent à s'en sortir. Val, Kevin, on va passer à votre dada, les MVP de la semaine. Ouais. Alors, on va faire offense et defense. Val, quel était ton MVP en attaque? Pas trop compliqué, hein. Treylon Burks, de mémoire 167 yards, un TD, une course 14 yards. Je sais pas comment on peut pas le mettre MVP offensif, tout simplement. Et toi, Kevin? Alors moi j'ai mis Jack Hayner parce que on l'oublie un peu parce qu'il a pas joué samedi, il a joué vendredi contre UNLV. Mais voilà, donc c'est le QB le QB de Fresno State dont on parle beaucoup en ce moment. Il finit à 30 sur 42, 378 yards, 5 TD. Encore une fois un énorme match de sa part et un gros début de saison pour Fresno State. Pour ma part, j'ai mis le quarterback Devin Leary, le quarterback de NC State. Voilà, je trouve une juste réponse à sa performance statistique face à une des meilleures défenses du pays. Voilà, 4 touchdowns, c'est énorme. Et aussi parce que tu bats cette équipe de Clemson, et c'est une victoire historique pour ton programme. Il sera souvenu juste pour cette victoire. Au niveau de la défense, Val, c'est qui ton MVP? Alors c'est un running back, c'est Tristan Ebner de Baylor. Alors je m'explique parce qu'en fait c'est un super retourneur, peut-être le meilleur retourneur du college football. Et je pense qu'on peut mettre ça un peu dans la défense. Et sur ce match contre Iowa, parce que j'ai complètement oublié d'en parler, alors que c'est genre peut-être la seule chose que j'ai envie d'en parler tout à l'heure. Il a retourné 3 kick-offs pour 121 yards et un TD, et 2 punts pour 47 yards et 0 TD. Et juste donner une petite stat par rapport à l'année dernière, il n'avait pas retourné beaucoup de punts, mais il a retourné beaucoup de kick-offs. Il a retourné 20 kick-offs pour 612 yards et 2 TD.
Donc voilà, c'est peut-être sûrement actuellement le meilleur retourneur de college football et bah c'est pas à négliger pour une draft ou pour une place en NFL. Ah, pour moi, c'est sûr, c'est le meilleur. Et déjà en début d'année, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font des classements sur tous les postes, notamment si vous êtes sur Twitter, Big Game Boomer, le fan des Sooners qui sort 5 classements par jour et qui mettait lui aussi Tristan Ebner premier à ce poste. Kevin, toi, c'est un certain Bennett Williams. Et là, pour le Ouais. coup, tu n'es pas un Hummer. Sa performance était vraiment exceptionnelle. Bah Val m'avait dit la semaine dernière qu'effectivement j'avais pas choisi Veron McKinley, je l'avais un peu oublié la semaine dernière. Et ouais, cette semaine je vais faire le homer, hein. Bennett Williams, 8 plaquages, 6 solos, 2 interceptions, un pick six. Il fait un match énorme, on en parlait avec Rob en privé pendant le match. Et avec la blessure de Justin Flo, c'est le duo avec Noah Sewell. En fait, il est ce que les fans d'Oregon espéraient de Justin Flo. En fait, il est safety, mais en fait, il donne ce pendant à Noah Sewell dans la défense et c'est vraiment une grosse émergence et il fait un très très bon match contre Arizona. Et pour ma part, le MVP défensif, ça sera la défense de Texas Tech. Non, je rigole quand même. Exagérons rien. Euh, pour être honnête, je vais pas mettre de joueur, je vais mettre une performance collective avec la défense de West Virginia, une équipe qui me plaît bien et qui a réussi à titiller les Sooners dans le quatrième quart-temps. Voilà les gars, je pense qu'on peut terminer sur cette belle note. Alors, vous nous retrouverez samedi pour One to Six de 17h à 18h. One to Six, c'est l'émission sur Twitch où l'on fait la preview des matchs de la soirée, une émission animée par Baptiste. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère avoir bien remplacé Elio et les gars, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. À plus. À bientôt tout le monde.